Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Aujourd'hui, nous allons parler du défi de la connectivité en Afrique et nous allons en parler avec quelqu'un qui s'y connaît. Il s'agit de monsieur Michel Bagna ou plus précisément de monsieur Bandoubé Michel Bagna Gamon. Il est ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris. Il est titulaire d'un exécutif MBA de l'ESSEC, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Il a travaillé chez Accenture où il s'occupait du pôle nouvelles technologies, langage objet et intelligence artificielle. Il est responsable des grands comptes chez IBM Global Services. Il y a travaillé et il a également participé à la création d'une entreprise dont il est le PCA, Théolis, avant de participer enfin au lancement d'un autre projet qui est Marodi TV, une communauté de production et de diffusion digitale multicanal spécialisée dans la diffusion de contenus typiquement africains. Ai-je oublié quelque chose, Monsieur Bagna? Merci en tout cas, Monsieur Kemayo, pour cette présentation complète, hein. Non, vous avez rien oublié. D'accord. Par contre, vous avez peut-être inversé un petit quelque chose. Et en fait, Marodi a été créé en 2014. Oui. Donc, effectivement, ça a commencé tout doucement. Ça a pris de l'ampleur plutôt vers les années, on va dire, 2016. Alors que Théolis et sa fondation ont été créés entre 2017 et 2018. Voilà. Donc, il y a juste une petite inversion. Donc, D'accord. on a fait d'abord du contenu avant de faire du contenant. D'accord. C'est Voilà. bien. Ça fait que les tuyaux avaient déjà du contenu avant d'exister. C'est ce qu'on a essayé de faire. On n'y est pas toujours arrivé, mais en tout cas, on essaye de produire le contenu qui occupe nos contenants. Voilà. Très bien. Dans tous les cas, nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau de New World Economy et de vous écouter également sur cette thématique qui nous est très chère, celle de la connectivité, puisque nous sommes entrés dans la société de la communication et que vous en êtes un expert. Euh, Vous avez suivi cette formation en France. Beaucoup de gens aujourd'hui estiment que l'Afrique est victime d'un exode de tous ses talents vers l'extérieur. Et généralement, quand ces talents partent, ils ne reviennent pas. On a beaucoup parlé sur le retour d'Alain Foka qui est venu s'installer au Togo, mais je crois que votre expérience également avec la création de Théolis montre que nous croyons dans nos pays, nous croyons dans la capacité de nos pays à se développer et à devenir des géants également sur la scène internationale. Oui, oui, tout à fait. Alors après, je pense que les migrations ont toujours existé, hein, de par le monde. C'est d'ailleurs l'essence même du monde. D'ailleurs, beaucoup de continents, beaucoup de pays ont été constitués de cette manière. Donc, effectivement, il y a des Africains qui partent en France pour essayer de, comme des abeilles, hein, butiner donc un peu d'expérience, de leur expérience. Après, ce qui est important, c'est en tout cas de pouvoir faire la part des choses et de savoir sortir la substantifique moelle de ce qu'on récupère et de voir comment l'injecter, en tout cas au niveau de l'Afrique. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je pense que plus les temps avancent, plus l'espace diminue. Autant avant, c'était un très grand voyage de partir en Europe ou de revenir. Aujourd'hui, c'est très très facile, on peut le faire toutes les semaines et la migration commence à perdre un peu de son poids. Donc je pense que de plus en plus les Africains feront des choses en Afrique, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs. Ce qui est important, c'est pas forcément de faire des choses, mais c'est surtout de participer à des projets avec des personnes qui sont sur le terrain. Il est très facile d'imaginer très loin des projets qui n'ont pas de sens et qui ne marchent pas ou qui n'ont de sens que dans nos têtes. Ce qui est important, c'est de s'assurer que ces projets, il faut vraiment que les deux mains se tiennent, qu'ils soient aussi tirés par des locaux et il faut accepter, il faut avoir l'humilité de les ajuster jusqu'à ce qu'ils conviennent donc à la population locale. On a beaucoup parlé dans les années 70 du transfert de technologie vers les pays du Nord, qui en Oui. sont beaucoup producteurs, vers les pays du Sud, qui n'en sont que des consommateurs. Mais comment est-ce que ce transfert peut se faire si les personnes qui vont les étudier ne reviennent pas? Je pense que quelque part, vous répondez à cette question en étant entre les deux. Vous êtes à la fois au Nord et au Sud, mais pour vous, est-ce que le défi aujourd'hui du transfert des technologies est encore un discours qui porte? Est-ce que c'est quelque chose qui est d'actualité? Je pense que cette question du transfert des technologies, alors c'est vrai qu'on en parle, c'est très théorique, hein, tout ça. En fait, de manière très concrète, moi je pense qu'il y a, on va dire, le pas doit être fait, on va dire, des deux côtés. Donc il faut que nos populations locales s'éduquent, donc apprennent des choses, donc apprennent à comprendre, apprennent aussi à construire des techniques qui sont propres et qui sont adaptées à nous-mêmes. Et ensuite, derrière, alors le transfert, pour moi, c'est un gros mot qui veut dire tout et pas grand-chose. Ce qui est important, c'est d'aller pouvoir puiser
ce dont on a besoin pour compléter ce qu'on aura construit nous-mêmes ici. Évidemment, si on n'a rien construit, on peut dupliquer des choses qui sont très mal adaptées. Par contre, on ne peut pas tout construire. Aucun pays au monde n'a jamais tout construit tout seul. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les deux. Il faut deux mains. Il faut une main à l'extérieur, une main à l'intérieur pour avancer. Et les deux mains se tiennent. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Vous parlez de concret. Très concrètement, le transfert de technologie s'est opéré jusqu'à présent des pays européens vers les pays asiatiques. On parle beaucoup des tigres asiatiques, mais ces tigres ont existé parce que, quelque part, ils étaient devenus l'atelier du monde. Et c'est là-bas que se fabriquaient la plupart des produits, dont ceux des nouvelles technologies, nos téléphones, nos tablettes, nos téléviseurs. C'est là que ça se fabriquait. Et aujourd'hui, ils en sont devenus de grands maîtres à force de forger. Ils sont devenus forgerons. Mais nous, à quel moment est-ce qu'on pourra prétendre devenir des forgerons, soit de l'Asie, soit de l'Europe? Quel est le modèle qui devrait nous convenir le plus? Alors, Confucius disait que pour faire un grand voyage, il faut faire un premier pas. Oui. Et dans ce voyage-là, le premier pas, c'est déjà d'imposer une dose de transfert de technologie dans tous les contrats qui sont signés avec les pays occidentaux. C'est vrai que vendre de l'uranium, c'est bien, mais vendre de l'uranium en ayant quelques conditions sur quelque chose qui serait fait, alors je ne sais pas quoi, parce que je suis bien incapable de dire, je n'irai pas jusqu'à une centrale nucléaire, mais vendre de l'uranium en négociant avec Areva ou d'autres, qu'on fasse un petit minimum pour produire de l'électricité chez nous, je pense que ça serait bien. Je pense qu'il faut une dose de transfert dans tous les contrats, donc avec l'Occident. Pour moi, c'est ça le premier pas. Et une fois qu'on commence à faire ça, le deuxième pas, je pense, viendra tout seul. Mais je crois que les pays asiatiques ont fait ça. Je crois que la Chine signe très très peu de contrats sans transfert de technologie. Mais de l'autre côté, si on veut juste signer, il faut également avoir des écoles. Vous avez dû aller vous former à l'extérieur Bien parce sûr. qu'il n'y avait pas d'école sur place qui vous permettait d'avoir ces savoirs-là. Mais comment est-ce qu'on fait pour bâtir un système éducatif qui prenne en compte le fait qu'on peut avoir besoin de rapatrier des connaissances et des technologies à travers les écoles où les citoyens sont formés, les citoyens et les citoyennes? Alors, merci pour cette question parce que ça me permet de vous emmener sur mon sujet. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder l'espace très très différemment du regard qu'on avait avant. L'Internet permet beaucoup de choses. On parle d'école. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités virtuelles dans le monde qui sont des universités diplômantes. Ça veut dire concrètement qu'on peut habiter, je passe au Codé, d'Apaon, et puis avoir son bac, et puis s'inscrire, pour peu qu'on ait Internet, hein, bien sûr, et puis s'inscrire à des universités diplômantes, avoir un diplôme de comptabilité ou autre chose, etc. Donc, je pense que le paradigme aujourd'hui est très très différent. Il faut le regarder. Le but n'est pas forcément d'émigrer au Canada ou en France. Le but est de trouver la bonne formation et puis de la consommer de la bonne manière. Bon, ça c'est une. Je pense que c'est quelque chose dont il faut tenir compte. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on s'est orienté vers l'inclusion à travers le numérique et le digital. Pour moi, l'inclusion, le premier pas de l'inclusion, c'est quand même le numérique et le digital. Aujourd'hui, effectivement, les technologies doivent être prioritisées. On parle de plein de technologies, mais il faut savoir qu'il y a un ordre, il y a une transitivité. Il y a certaines technologies qui sont prioritaires et qui permettent en fait d'en apporter d'autres. Et je pense que tout ce qui tourne autour des télécoms, en tout cas de l'Internet, pour moi c'est ça devrait être la première marche du grand escalier de l'émergence, comme dirait l'autre. D'accord. Donc, pour vous aujourd'hui, l'école traditionnelle que nous avons, celle qui consiste à aller sur les bancs pendant 8, 10 ans ou un peu plus pour se former, n'a plus le monopole de la formation. On Alors peut très bien s'en passer. je ne serai pas binaire. Je ne jette jamais le bébé avec l'eau du bain. Ce que je dis, c'est de la même manière qu'on ne parle plus d'intelligence artificielle, mais d'intelligence augmentée. Concrètement, il faut compléter cette formation en utilisant les techniques qu'on a, c'est-à-dire la technologie, l'Internet, la possibilité de marcher sur deux jambes. Oui. L'idée, c'est vraiment de... On ne peut pas s'en passer. Je pense que pour apprendre à lire, il faut quand même que quelqu'un vous apprenne à le faire, quoi. Voilà, on ne peut pas le faire par Internet parce que déjà pour se connecter, il faut savoir lire. Donc il faut toujours garder en tout cas cette partie, on va dire, traditionnelle. Mais je pense que quand même, il faut leverager, en tout cas il faut utiliser
les techniques qui sont désormais à disposition pour accélérer en tout cas la formation et puis démarrer ce transfert de technologie qui n'est pas que une volonté de contrat, etc. Par contre, qui peut être démarré à l'école. On a beaucoup de choses sur Internet. Je n'ose pas dire qu'on a tout, mais on peut se former sur à peu près toutes les technologies sur Internet. Vous êtes aujourd'hui fournisseur d'accès à Internet. Le thème que nous avons retenu est celui de la connectivité, du défi de la Oui, connectivité plus précisément en Afrique. Vous parlez de la possibilité de se former et même d'avoir des diplômes à bien travers des sûr. formations en ligne. Mais comment est-ce qu'on y arrive si au niveau de la connectivité, on est à 1 degré 0? Alors, je pense que les choses se font. Après, c'est vrai qu'on est pressé, qu'on veut que ça se fasse très très vite. Mais il faut peut-être un peu laisser le temps au temps. Aujourd'hui, pour améliorer la connectivité, c'est vrai qu'on regarde très souvent la partie, on va dire, aval, hein, le bout en fait, de la fenêtre. Hein. On regarde le coût qu'on paye sur une connexion fixe ou mobile, etc. Mais avant d'en arriver là, il y a beaucoup de choses en amont. Et dans les choses qui en amont, je vais en citer deux. Il y a le nombre donc de points d'entrée d'Internet dans un pays. C'est important parce que plus il y en a, mieux c'est. Hein, et le prix aussi en dépend tout de suite. Hein. Absolument. Et bon, malheureusement, au Togo, pour l'instant, on en a un et demi. On en a un donc, qui a toujours existé. Bien sûr, c'est le câble WAX. Et puis, on a effectivement Equiano, Google qui est arrivé, donc qui commence à fournir. Donc, je dis un et demi parce que ça démarre bien, ça se passe bien, ça se connecte un peu à tout le monde. Et c'est des choses qui vont apporter donc une vraie valeur ajoutée pour notre pays. Mais bon, in fine, ça en fera deux. Oui. Bon, quand Et je me tourne, quel est le taux à atteindre pour être dans une moyenne raisonnable? quand je me tourne vers le Ghana, il y en a un peu moins d'une dizaine. Voilà. Donc, alors, pour répondre à la question, vraiment, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à acheter l'Internet donc pas cher. Oui. Et pour ça, bon, ce que je sens, c'est on ne sera jamais au niveau du Ghana. De toute façon, géographiquement, c'est pas possible. Mais bon, je pense que si on en avait 4, 5, ça serait bien. Voilà. Vous êtes fournisseur d'accès à Internet, encore une fois, et le coût de l'accès à Internet semble prohibitif, qu'il s'agisse de passer par les opérateurs de la téléphonie mobile ou de ceux qui fournissent dans le résidentiel ou les grands comptes. L'impression qu'a le consommateur lambda, c'est que se connecter à Internet au Togo, c'est quand même cher. Pourquoi avons-nous cette impression? Ce n'est qu'une illusion ou c'est la réalité? Non, non, je pense que toute impression a des fondements, hein, donc il y a quelque part une certaine réalité. Je pense qu'aujourd'hui, la question des points d'arrivée en est une. Je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement est en train de travailler. Donc je pense que ça, après, on est toujours très pressé, mais bon, en tout Oui. cas, ça vient progressivement. Il y a un deuxième élément qui lui aussi est important, c'est, alors je vais le faire de manière imagée, c'est les backhauls, c'est les autoroutes. Parce que Oui. bien sûr, quand l'Internet arrive, il faut le transporter dans les villes. Et il faut que les autoroutes aient un péage acceptable. Parce que quelque part, le prix du péage se retrouve dans le coût de l'utilisateur final. Et aujourd'hui, je pense que sur le péage de nos autoroutes numériques, le travail reste à faire. Donc là, il y a un vrai travail, en tout cas, de réduction des coûts qui puisse les mettre, en tout cas, à la portée de nos usagers, on va dire, les plus fragiles, Mm. c'est-à-dire ceux des populations de l'intérieur. Ça, c'est le deuxième point. Mais il y en a un troisième, c'est qu'il faut quand même, après nous, il faut qu'on ait l'humilité aussi de nous adapter aux habitudes de consommation donc de nos usagers. C'est vrai que quand on plaque le modèle occidental, on est dans une logique d'internet fixe où bah, j'achète ma boîte, je pèse 15 000 francs par mois, et puis bon bah j'ai de l'internet, j'ai un petit wifi à la maison, etc. Mais nos habitudes de consommation ne Elles sont répondent plus si pas. sédentaires que cela. Elles sont un peu plus dynamiques, si Oui. je veux dire, plus agiles. Mm. Typiquement, nous avons l'engagement, nous, d'investir à l'intérieur du pays, donc effectivement de déployer Adapaon. D'ailleurs, mon père me dit, tant que tu n'es pas Adapaon, tu n'as rien fait. Donc, je suis bien sûr Vous obligé. avez un défi personnel et J'ai un défi familial. personnel donc à relever. Oui.
Mais il est clair qu'à Dapan, on ne trouvera pas 100 familles qui achèteront une box à 15 000 à la maison. Donc c'est pour ça effectivement qu'on a un peu retardé pour bien comprendre le modèle. Et aujourd'hui, le modèle qui marche, pour moi, c'est le modèle de Wi-Fi Zone. Concrètement, c'est le modèle où je peux acheter de l'Internet pour 1 heure, pour faire du WhatsApp avec mon cousin au Canada, ou je peux l'acheter pour une journée ou pour une semaine. Nos usagers ne comprennent pas ce paiement de tout le mois alors qu'ils se disent je l'utilise que quelques fois dans le mois, ou etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on évolue vers, on va dire, une consommation d'Internet au détail, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on a quelques laboratoires d'expérimentation donc à Lomé, et puis si ça marche, on va commencer à remplir notre cahier des charges, qui est en tout cas de couvrir les villes à l'intérieur. Donc il y a 3 boutons sur lesquels il faut appuyer, hein. Il y a le nombre de points d'entrée, il y a les péages de nos autoroutes numériques, et ça, franchement, nous, on n'y peut rien, hein. Il faut que ce soit, en tout cas, pris en charge par les autorités. Puis, troisièmement, il faut un ajustement du modèle économique aux habitudes de consommation de nos populations. Mais quand vous dites qu'au niveau de l'autoroute et du péage, il y a un effort à faire, Oui. cela signifie que les taxes sont importantes ou que vous, le déploiement de vos infrastructures est tel qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore rentré dans vos frais et qu'il faut continuer de prélever de l'argent sur les consommateurs pour avoir un retour sur investissement. Non, c'est plus simple que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2, 3 fibres qui montent dans le nord du pays. Voilà, certaines s'arrêtent en chemin, donc à Cara, d'autres continuent jusqu'à Dapahan. Donc les règles, on va dire, classiques de mutualisation font que ça ne sert pas à grand-chose que chacun crée sa fibre, hein, c'est pas la peine. Donc l'idée, c'est de mutualiser, de partager des fibres sur lesquelles il y a déjà eu un investissement, parfois de l'État. Donc l'idée, c'est vraiment de mutualiser ça. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coût du transport par ces fibres-là doit être, en tout cas, au niveau de ce qu'on attend comme baisse des prix à l'arrivée. Donc il faut les baisser, et quand on dit les baisser, c'est pas les baisser, les diviser par 2, c'est les diviser par 100. D'accord. Voilà, c'est de ça qu'on parle, hein. D'accord. Et la concurrence dans tout ça, est-ce que la concurrence entre les opérateurs également ne peut pas aider à tirer les prix vers le bas, à les ramener au niveau du pouvoir d'achat des consommateurs? Alors la concurrence, c'est un grand mot, parce que c'est un grand mot. Le monde des télécoms est multiforme. Et par exemple, sur les backhauls qui vont à l'intérieur du pays, donc des fibres, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Aujourd'hui, malheureusement, ces backhauls sont en tout cas exploités par un seul opérateur. Donc ce qu'il faudrait peut-être, c'est sortir ces backhauls, les exploiter par, on va dire, des entités indépendantes. Et ce qui fait qu'effectivement, il y aura vraiment concurrence, car tous les opérateurs, à ce moment-là, seraient au même pied d'égalité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tous les opérateurs ont une licence, c'est vrai, mais bon, il y a certains qui, en tout cas, ont les actifs, donc de l'ancienne société nationale. Voilà. Donc, bon, c'est la situation. Je pense qu'il y a des réflexions en cours pour améliorer tout ça, mais bon, aujourd'hui, voilà, c'est en général une situation de monopole dit prix cher. Donc, voilà. Ok. Donc, nous avons évoqué la question de l'accès au contenu, de la possibilité pour les uns et les autres de pouvoir faire un effort pour que ça revienne à la portée du pouvoir d'achat des consommateurs. Mais l'autre aspect aussi, c'est qu'il faudrait que l'on soit capable, au bout du compte, de rendre des services aux gens. Vous les rendez, c'est pas toujours visible pour tout le monde, mais dans le domaine, par exemple, de la finance, l'accès à Internet est quelque chose de primordial. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la bande passante qui vous est réservée, et quels sont les retours que vous avez vis-à-vis de vos clients sur le territoire? Nous sommes satisfaits, parce qu'en fait, la bande passante, on la règle en fonction des besoins de nos clients. Donc aujourd'hui, de ce côté-là, bon, ça va à peu près. Nous inscrivons dans une logique d'inclusion. Donc bien sûr, alors quand on parle d'inclusion, pour nous, c'est bien sûr d'abord l'inclusion numérique et digitale, mais c'est aussi Qui participe de l'inclusion financière également. Qui participe à l'inclusion financière, mais c'est aussi la mise en place d'offres spécifiques pour des grands acteurs de l'inclusion, c'est-à-dire des microfinances. Aujourd'hui, nous sommes un partenaire majeur donc des microfinances. Nous avons donc développé des technologies qui permettent en tout cas de les interconnecter, en tout cas d'interconnecter les agences d'une microfinance
dans les savanes, dans des endroits où il n'y a rien, etc. Et aujourd'hui, donc c'est un partenariat qu'on développe, d'ailleurs qu'on a beaucoup expliqué lors de la semaine donc africaine de microfinance. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos offres All Inclusive Connections, hein, qu'on pousse auprès des microfinances, qui consiste à interconnecter toutes les agences au siège, ce qui fait qu'ils payent l'Internet une seule fois. Hein, je paye l'Internet une fois et tout le monde l'utilise. Alors après, je peux aussi, si j'ai envie, dans certaines agences, faire de la Wi-Fi zone pour, on va dire, apporter des services complémentaires à mes usagers. Bon, c'est une offre qu'on fait nous, qu'on a présentée donc très très longuement pendant la semaine africaine de microfinance. En fait, on y a participé parce que nos partenaires microfinance nous ont demandé de sponsoriser. Donc, on était gold sponsor donc de la SAM. Hein, c'est la première fois pour la SAM que ça arrive, hein, qu'ils ont un sponsor donc africain, parce qu'en général, c'est beaucoup de luxembourgeois, d'européens, etc. Là, au Togo, c'était les Togolais donc qui ont pris la main là-dessus. Et effectivement, donc les thèmes qui ont été développés, puis les sujets qui ont été posés, les offres, sont ceux qui répondent à nos besoins. Voilà. Donc, c'est pas plus mal qu'on exprime nous-mêmes nos besoins plutôt qu'on nous les dicte de très très loin, comme ça a été malheureusement le cas dans d'autres événements. Donc voilà, pour nous, cette question, on met le pied dans l'inclusion en proposant des outils, on met le pied dedans aussi en apportant nos services aux acteurs de l'inclusion. D'accord. Est-ce que quelque part, en apportant cette réponse aux grands comptes, aux microfinances qui sont sur l'ensemble du territoire, vous ne pouvez pas, par ruissellement, aider également à la connectivité des zones où ces microfinances interviennent? Bien sûr, c'est le but. C'est le but. Nous, de toute manière, pour être tout à fait transparent, on ne va pas dans une zone où on n'a pas un client entreprise. Évidemment, si j'ai un client, une microfinance à Japargan ou à Cantindi ou à Naki ou à Mandouri, même à Mandouri, on y va. Donc, si j'ai un client microfinance, il est évident que derrière, on l'incite à mettre en place avec nous ce qu'on appelle une Théolis zone. Donc c'est une Wi-Fi zone qui permet de donner de l'internet consommé donc de manière agile, c'est-à-dire au détail en fait, Oui, oui. par les populations qui sont autour. Aujourd'hui, la technologie Wi-Fi permet en tout cas de positionner des équipements qui permettent d'aller à 2 km. Donc 2 km c'est pas mal. Oui. Ça veut dire qu'on peut faire, ça fait 4 km hein, Oui. donc C'est un de rayon, oui. diamètre. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, quand on a ces dimensions-là, on peut ruisseler, parce que j'aime bien le terme, parce que c'est un terme qui est un terme, on va dire, qui se déduit complètement de l'inclusion. On peut ruisseler sur tout un village de manière très, très, très simple. Aujourd'hui, nous, on y croit. Pour nous, c'est la théorie zone qui permet de ruisseler efficacement et qui correspond aux besoins de nos populations. D'accord. Une autre question, vous êtes à la tête, vous êtes le président du conseil d'administration Oui. De Théolis. Vous avez créé une fondation d'entreprise. En Oui. quoi consiste son activité? Alors, comme vous aurez pu vous en douter, la marche, en tout cas le mode opératoire inclusif, demande effectivement d'avoir un certain nombre de projets qui ne sont pas forcément des projets commerciaux. Donc la Fondation, en tout cas, travaille sur 3 axes, donc qui sont l'éducation. Donc première chose, c'est l'éducation, sur la santé. Et puis également sur ce qu'on appelait l'environnement, mais là on fait des choses autour de l'agriculture plutôt biologique. Sur l'éducation, on a un levier qui est ce qu'on appelait l'université l'université du numérique Théolis, qui est une université où on forme des jeunes sur le travail du numérique, hein, c'est-à-dire du développement de sites web, etc. Et ce qui permet d'avoir une certaine autonomie. Aujourd'hui, ceux qui savent faire des sites web ne sont pas au chômage. Ça n'existe pas. Donc, c'est quelque chose qu'on fait en partenariat avec l'IAEC, hein, qui nous ont mis à disposition des locaux, où on fait donc ce genre de choses. Côté santé, on développe un partenariat avec l'hôpital d'Octa Lafiette, qui est le nouvel hôpital, où là, on réfléchit donc sur
de la télémédecine, parce que ça sert à ça aussi, hein. Quand il n'y a plus d'espace, on peut profiter des meilleurs chirurgiens ou des meilleurs professeurs donc, à travers une consultation donc, à Lomé. Mais on peut faire encore mieux, c'est-à-dire à Mondouri consulter quelqu'un donc, avec un médecin qui est à Lomé. On n'est pas forcément obligé d'aller à Mondouri pour constater des cas de etc. etc. Donc voilà, c'est le genre de projet sur lesquels on essaye d'avoir un instant T, un seul projet. Et sur la partie agriculture bio, enfin, comme vous le savez, parce qu'on en a déjà parlé ici, on est en train de déployer des bornes météo, donc avec la société Mightech. Et ces bornes météo, donc on va arriver à la fin, donc en décembre, il y en a 120 pour l'instant sur le territoire. Donc on va commencer à travailler sur la collecte et la distribution des données, donc aux différents usagers à travers des réseaux qu'on est en train de concevoir. Donc voilà, la fondation sert à ça. La fondation sert à faire du concret. La fondation sert à capter des financements extérieurs pour en tout cas les mettre dans des projets et la société sert bien sûr à financer en partie la fondation mais aussi à mettre en place donc des équipements en fait des télécoms donc quand on parle de télémédecine, de bornes météo, il y a beaucoup de télécoms derrière et ceci expliquant cela, on arrive à marcher un peu sur les deux pieds pour avancer dans notre objectif d'inclusion. Certains ont parlé de la fin de la télévision. Vous vous lancez avec Marodi, vous n'êtes pas seul, c'est tout un groupe qui l'a fait par rapport à la consommation digitale des contenus africains. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de l'initiative Marodi? Alors l'initiative Marodi a été un succès au Sénégal. Et c'était un succès au Sénégal pour deux raisons, je dirais trois. Au-delà du fait que on va dire notre gourou, si je puis dire, est sénégalais, donc préférait travailler au Sénégal. Il y a deux autres raisons, je pense, qui ont fait le succès de Marodi. C'est un, le fait que la connexion Internet fonctionne quand même pas mal. Elle fonctionne bien au Sénégal. Donc ça, c'est une première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que la production donc cinématographique telle qu'on l'a faite au Sénégal tenait compte de la culture du Sénégal. Donc on parlait wolof, les anecdotes étaient très locales, etc. Et donc c'est ça qui a fait le succès donc, de Marodi au Sénégal. Après, on avait un accompagnement aussi de ce qui se faisait dans les séries à travers du buzz qui était généré sur les réseaux sociaux. Et ce qui était intéressant, c'est que ce buzz des réseaux sociaux était étendu dans les salons de coiffure. Il y a certains salons de coiffure, on ne parlait que des séries Marodi et ça nous faisait beaucoup, beaucoup plaisir. On n'a pas eu le même succès dans les autres pays. Et aujourd'hui, pour répondre directement à votre question, aujourd'hui, on veut appliquer donc les mêmes ingrédients dans les autres pays, c'est-à-dire avoir un pôle Togo-Bénin, par exemple, où on pourrait travailler sur des séries historiques, des séries locales, etc. Un pôle ivoirien, un pôle Mali-Guinée, un pôle RDC. Voilà, on essaie de progresser comme ça. Et ceci, on est en train de le faire dans le cadre d'un partenariat avec un gros donc acteur de ce milieu. Bon, je ne peux pas trop en dire parce que les signatures sont pas faites, mais on est en train effectivement de travailler avec un gros partenaire pour pouvoir faire ce déploiement international parce que, bien entendu, c'est un déploiement international qui nécessite beaucoup d'argent. Mais dans tous les cas, sachez que si vous devriez produire dans les langues africaines et chercher un canal de diffusion traditionnel, New World TV l'assure déjà à travers un certain nombre de ces chaînes où les films, documentaires et autres sont diffusés en langues africaines. Ouais, merci. En tout cas, on y a pensé. J'ai effectivement rencontré le DG d'Animal TV à qui j'ai proposé un certain nombre de partenariats et nous sommes en attente, en tout cas, de la réponse à cette main tendue pour démarrer très rapidement une collaboration sur pas que ce sujet-là. Oui. Il y en a d'autres, mais bon, je vous laisse revenir vers nous par rapport à ça. Dans tous les cas, c'est un grand plaisir de discuter avec vous sur ces aspects et de garder cet optimisme, surtout concernant la participation de l'Afrique à la fois à la société de l'information et de la communication, et puis surtout à la mondialisation. Parce que comme nous disait le président Senghor, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Et pour l'instant, on a l'impression que les Africains sont surtout au rendez-vous du recevoir sur les réseaux sociaux. Oui, ça va changer. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus... Il n'y a pas de catastrophisme, hein. L'Afrique est en train de bouger.
On va avoir la population bientôt la plus massive, si je puis dire, du monde entier. Le seul enjeu qu'il faut pour éviter des problèmes, c'est l'éducation. C'est bien sûr les éduquer. Et puis c'est bien sûr faire en sorte qu'on puisse convertir l'énergie potentielle africaine en énergie cinétique. Hein. Il faut que nos matières premières, on arrive à un tout petit peu les transformer, alors sans que ce soit non plus, on va dire, un grand critère, etc., mais transformer en fonction des besoins qu'on a. Et je pense qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire dans les quelques exemples que je vois à travers le pays aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui répond à nos besoins, qui peut nous permettre aussi de répondre aux besoins du monde. Et je pense que dans les 10, 20, 30 ans, il y aura un repositionnement de l'Afrique qui surprendra pas nous parce qu'on le voit, mais en tout cas qui surprendront ceux qui regardent l'Afrique avec beaucoup de mépris, comme nous on a pu le voir étant en Occident et ayant vécu tout ça pendant un certain temps. Donc repositionnement, oui, il y aura et il faut juste pas être trop pressé et mettre, bien entendu, suivre les cailloux lumineux qui sont posés devant nous et puis ne pas forcément chercher à sauter des étapes, ce qui peut être plus négatif pour nous que positif. C'est sur cette note positive que nous allons terminer l'émission. Merci encore, Monsieur Bagna, d'être venu. Merci, Monsieur Kemayou. Merci à vous et à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au terme de l'émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. À bientôt.